Bonjour à tous. Nous allons donner encore une petite minute, donner la chance à tout le monde d'arriver. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Parfait. Excellent. Oui, très bien. Donc, Alexandre, si tu veux partager ton écran, ça va nous donner le temps d'assurer que tout fonctionne bien, puis ensuite de ça, on va pouvoir commencer. Il n'y a pas de problème. Fait que je fais ça à l'instant. Désolé tout le monde là, pour les petits problèmes techniques ce matin. Ça fait partie de la game, comme on dit. Donc, je n'ai pas accès à partager mon écran parce que ça dit seuls les organisateurs et les présentateurs d'une réunion peuvent partager le contenu. Aucun problème, je vais le faire d'ici alors. Donnez-moi un petit instant et on va pouvoir commencer. Et voici. Est-ce que vous voyez la présentation? Excellent! Donc, sur cette note, bienvenue à tous à ce webinaire sur mythes et réalités en alimentation, ce qu'il faut vraiment savoir. Le webinaire sera présenté par Alexandre Girard, qui est membre de l'Ordre des diététistes et nutritionnistes du Québec et cumule 5 années d'expérience comme nutritionniste. Après avoir travaillé auprès d'une clientèle diversifiée au sein des cliniques externes du CISO, il s'est spécialisé en oncologie. Et aujourd'hui, il met son expertise au service des personnes atteintes de cancer et de leurs proches à travers la ligne InfoCancer de la Fondation québécoise du cancer. Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Véronique, pour cette belle introduction. Puis, sans plus tarder, on va commencer directement avec notre présentation. Donc, on peut passer Alexandre, si tu me permets, en fait, très rapidement, je vais juste faire un petit point sur la Fondation. Je sais qu'on a hâte de sauter dans le vif du sujet, mais en fait, je voulais prendre une minute pour vous parler un peu justement de la Fondation québécoise du cancer. Donc, on est un organisme qui existe depuis 46 ans et notre mission depuis le tout début est de soutenir les gens qui sont atteints de cancer ainsi que leurs proches. Et on fait cela à travers une multitude de services. Donc, entre autres, à travers des services d'information, dont notre ligne téléphonique, la ligne InfoCancer, qui est un numéro gratuit et confidentiel qui permet de parler à des infirmières expérimentées en oncologie et qui peuvent répondre à toutes vos questions sur tout le continuum de la maladie. Cette ligne est autant pour les patients que pour les proches aidants et peuvent vous diriger vers d'autres ressources, dont nos nutritionnistes comme Alexandre, mais aussi sexologues et psychologues. Nous avons aussi une bibliothèque avec des documentalistes qui peuvent vous aider à trouver des documents sur les sujets qui vous intéressent, donc autant des livres physiques que des références web comme des webinaires, des balados, des sites web, des articles. Et tout ça est envoyé gratuitement par courriel ou par la poste.
Nous avons des programmes de soutien psychologique. Comme j'ai dit, on a des psychologues dans l'équipe, mais nous avons aussi un programme de jumelage téléphonique qui permet de parler à quelqu'un qui a vécu une épreuve similaire, donc soit au niveau du cancer ou au niveau de l'expérience personnelle ou professionnelle. Nous avons aussi des ateliers d'art-thérapie qui permettent de s'exprimer autrement que par des mots. Ce sont des services qui sont gratuits. Nous avons aussi plusieurs programmes de bien-être physique. Nous offrons la massothérapie, l'acupuncture, la kinésiologie. Ce sont des programmes qui sont gratuits ou offerts à très peu de frais. Nous avons aussi un programme d'hébergement à travers le Québec. Donc, nous avons 7 centres d'hébergement et qui permet de loger près des grands centres de traitement. On sait malheureusement quand le cancer frappe, ça ne veut pas dire qu'on va être traité à côté de la maison. Donc, ces centres permettent d'être logés confortablement, même loin de la maison. Et c'est encore une fois un programme qui est abordable. On parle de 30 $ la nuitée pour les patients en traitement. Nous avons des programmes d'aide financière et juridique. Nous avons des programmes dédiés pour les jeunes de 15 à 39 ans qui s'appelle le programme à Félix. Nous avons aussi un répertoire de ressources en ligne qui permet de trouver en fait des services à proximité de la maison. Donc, ce sont tous des services qui sont offerts par la Fondation et qui permettent de simplifier la vie autant aux patients qu'aux proches aidants. Très rapidement, avant aussi qu'on se lance dans le vif du sujet, je vous demande de garder vos micros fermés jusqu'à la fin de la présentation. À la fin, nous aurons une période de questions. Si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les écrire dans le clavardage et ça me fera plaisir de les poser à la fin de la présentation. Et aussi, sachez que le webinaire est enregistré et sera disponible sur la page YouTube de la Fondation dans les prochains jours. Maintenant, j'arrête de parler, je passe le micro à Alexandre. C'est super, merci beaucoup. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, à part la petite section sur les ressources supplémentaires que Véronique a très bien expliqué, va suivre les étapes suivantes. Donc, je vais commencer par introduire le sujet, donc de démêler le vrai du faux. Nous allons discuter également des facteurs de risque qui sont modifiables, donc les choses qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui pour nous aider à diminuer le risque du cancer. On va aussi faire un petit topo sur la saine alimentation et le vif du sujet, les mythes et les réalités. J'en ai sélectionné 8 aujourd'hui qu'on va voir un à un, suivi d'une conclusion à la fin. On peut passer à la prochaine diapo. Oui, merci. Donc, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de démêler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux avec les réseaux sociaux, les choses qu'on peut voir en ligne, les choses qu'on se fait dire aussi par différents collègues, que ce soit au travail, à la maison, notre famille. Et pourquoi est-ce que ça devient tant difficile? C'est qu'il y a beaucoup de popularité et beaucoup d'argent, si on peut dire, à faire avec la nutrition. Donc, plus on va être berné ou qu'on va manquer de connaissances sur un sujet en nutrition, plus ces charlatans-là vont justement faire profit sur notre manque de connaissances. Donc, comme je disais, avec ces fausses croyances-là, va augmenter les traitements qui peuvent être dits miracles, les régimes magiques, ou même les formules secrètes qui prétendent guérir des maladies complexes comme le cancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'agir avec prudence et vigilance. Donc, prenez le temps de bien vous informer, de demander l'avis d'un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, un nutritionniste, même un pharmacien. Nous, on est là justement pour vous donner toute l'information dont vous avez besoin, mais l'information qui est appuyée avec des données probantes et non des données fictives ou de la pseudoscience, comme on le dit. L'important, c'est de revenir aux bonnes bases, donc de miser sur des saines habitudes de vie, d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui va nous aider à réduire les facteurs de risque et aussi les risques de développement du cancer. Prochaine diapo. Donc, quelques facteurs de risque qui sont modifiables. Donc, premièrement, il y a la consommation d'alcool. Il est recommandé de réduire le plus possible notre consommation d'alcool et de se ramener vers les nouvelles recommandations qui sont de 0 par semaine. Là, des fois, quand je dis ça en rencontre, 0, le monde me dit, ben voyons donc, c'est rien comparativement aux recommandations qu'il y avait dans le passé de 10 à 15 pour les hommes et les femmes. On a vu malheureusement que l'alcool, on le met au même rang que le tabac, puisque ça augmente beaucoup de risques au niveau de notre santé, notamment celui pour le cancer. Le temps des fêtes approche.
si on prend une consommation, on peut le faire, mais essayez de vous limiter à 2 dans la semaine. Si vous êtes actuellement, par contre, en train de suivre des traitements pour le cancer, c'est important d'éviter l'alcool ou si vous décidez d'en prendre, d'aviser votre équipe soignante. Pour ce qui est du tabac, on le sait tous un petit peu que malheureusement, la cigarette n'apporte rien de bon pour la santé. Donc, encore là, essayez de cesser de fumer, soit en parlant avec votre médecin, votre pharmacien. Allez voir des organismes également de cessation de tabagisme pour vous aider. Mais l'important, c'est vraiment d'essayer de vivre là, dans un environnement qui n'a pas de fumée. Le sédentarisme, donc le fait de bouger moins, va diminuer notre système immunitaire, va aussi réduire notre qualité de sommeil, puis va aussi nous diminuer la gestion de notre stress. Donc, tous des facteurs qui sont très importants à une bonne santé. Pour ce qui est de l'activité physique, on ne demande pas grand-chose. On dit 30 minutes d'activité par jour est suffisant pour diminuer les risques associés avec le cancer. Donc, ça peut être quelque chose d'aussi simple comme une marche, des étirements à tous les heures qu'on est assis. Le but, c'est juste d'éviter d'être trop longtemps à une place sans voir bouger. Le surpoids et l'obésité. Donc, plus on a du poids, plus on est obèse, ça va créer ce qu'on appelle des fluctuations hormonales. Une fluctuation hormonale peut justement engendrer des risques au niveau du cancer. Donc, l'important, c'est d'essayer de miser sur ces saines habitudes de vie-là en incorporant de l'activité physique, la saine alimentation pour vous aider à retrouver un poids qui est santé. Heureusement, on a des nutritionnistes comme moi pour vous aider justement à mettre en pratique des stratégies gagnantes pour vous aider là, à trouver le juste milieu par rapport à votre poids. L'exposition au soleil. Donc, quand on parle de l'exposition au soleil, on parle d'une exposition qui est non protégée. Donc, les rayons UV du soleil avec la peau. Donc, toujours bien important de se couvrir, de mettre un écran solaire, de mettre des lunettes de soleil également. Même l'hiver, même si c'est juste notre visage qui est exposé, assurez-vous de mettre un écran solaire. Et finalement, le déséquilibre alimentaire. Donc, ceci peut créer ce qu'on appelle des carences en nutrition. Donc, lorsque notre corps va avoir un manque en certains types de vitamines, de minéraux, par exemple. Prochaine diapo. Comme je le disais tantôt, une saine alimentation peut nous aider à mieux contrôler notre poids. Il peut justement, par le fait même, aider à réduire le cancer. Un fait qui est très important et que je vais répéter très souvent durant la présentation, c'est qu'il n'existe aucun aliment qui, à lui seul, peut prévenir ou guérir le cancer. Malgré toutes les choses qu'on peut entendre ou lire sur l'Internet, les réseaux sociaux, ainsi de suite, c'est important de noter qu'il n'y a aucun aliment qui, à lui seul, peut prévenir ou guérir le cancer. C'est en fait la variété et l'ensemble de nos habitudes de vie qui vont avoir tous ensemble cette synergie à nous aider à prévenir et même nous aider à guérir du cancer. Lorsqu'on parle d'une saine alimentation, on essaie de simplifier le tout en se basant sur l'assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien. L'assiette est divisée en 3 sections. Donc, la première section étant la plus grande, c'est la section sur laquelle on va avoir le plus d'importance. Donc, la moitié de notre assiette de fruits et de légumes variés à tous les repas de préférence. Ensuite, on veut avoir à peu près le quart de notre assiette d'aliments protéinés. On va également essayer d'aller choisir des aliments protéinés du règne végétal, comme par exemple des noix, des graines, des légumineuses, et de choisir des coupes de viande moins grasses, comme par exemple la volaille. On peut aussi y aller avec des œufs, des produits laitiers qui sont allégés. Et finalement, de choisir des produits à grains entiers pour le dernier quart de notre assiette. Une autre chose également dont on va discuter, c'est d'essayer de réduire notre consommation de viande rouge et de viande transformée. Ça fait partie d'un des mythes et des réalités dont on va voir plus tard dans la présentation. Et finalement, on essaie aussi de mettre en place une alimentation qui va réduire les aliments qui sont hautement transformés. Donc, ces fameux aliments-là qui malheureusement contiennent
trop de sucre, trop de gras qui vont y être ajoutés. Donc, on peut penser par exemple à des bonbons, des croustilles, des aliments prêts à manger par exemple. Donc, c'est sur ça qu'on veut faire un petit peu plus attention. Prochaine diapo. Les mythes et les réalités dont on va discuter aujourd'hui ensemble, j'en ai sélectionné 8 comme je disais. Donc, tout d'abord, les aliments biologiques. Le soya et... Oh, bon, c'est parfait, on va y aller de même. Donc, les aliments biologiques. La question se pose à savoir, est-ce que je devrais manger des aliments biologiques pour réduire les risques associés au cancer? En fait, l'agriculture biologique, ce que c'est qu'on ne va pas utiliser de pesticides qui sont dits synthétiques. On va quand même utiliser des pesticides, mais ça a été des pesticides qu'on dit organiques, donc des pesticides naturels qui n'ont pas nécessairement été là, créés par l'homme. Un qui revient souvent, c'est le sulfate de cuivre, qui est un type de pesticide commun. Que ça soit l'agriculture biologique ou l'agriculture conventionnelle qui va utiliser des pesticides synthétiques, ces pesticides-là sont testés de façon rigoureuse pour assurer leur sécurité sur notre santé, mais aussi l'innocuité sur les aliments. Donc, l'innocuité, ce que c'est lorsqu'on mange un aliment, on ne s'attend pas à être malade si on le mange, puis on ne veut pas non plus que ça engendre d'autres problèmes pour notre santé à long terme. Donc, que vous choisissez un aliment issu d'agriculture biologique ou d'agriculture conventionnelle, sachez que les deux n'auront pas de répercussions positives ou négatives sur votre santé. Le plus important, c'est vraiment d'avoir une abondance de produits frais, de végétaux, de fruits, de légumes dans notre alimentation. Un autre élément également dont je voulais mentionner, c'était les aliments qui sont transgéniques, souvent appelés les OGM, donc des plantes qui sont génétiquement modifiées. Elles vont être modifiées pour être plus résistantes et augmenter leur durée de vie. Malheureusement, aujourd'hui, en 2025, on n'a pas le choix d'avoir plus d'aliments qui vont être transgéniques à cause des réchauffements climatiques, la demande de la population. Les agriculteurs ont besoin d'avoir ces ressources-là pour être capables de contrer tous ces enjeux-là. À l'heure actuelle, aucune étude chez l'homme a démontré qu'il pouvait avoir des risques au niveau de notre santé si on mangeait des aliments qui étaient transgéniques. Donc, encore là, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de recherches qui se font par rapport à ces aliments-là et aucune de ces recherches-là ont montré qu'il y avait un risque potentiel sur notre santé. Prochaine diapo. Pour ce qui est du soya et les phytoestrogènes, donc plusieurs craignent que le soya puisse augmenter certains types de cancers, notamment le cancer du sein. C'est à noter que les phytoestrogènes, ce sont des composés végétaux qu'on retrouve par exemple dans le soya et dans la graine de lin, qui a une structure similaire à l'estrogène qui est produite chez la femme en majeure partie. Les phytoestrogènes ont un effet nettement inférieur comparativement à l'estrogène qui est produit naturellement chez l'humain. Donc, autrement dit, les aliments phytoestrogéniques qu'on va manger n'auront pas d'effet sur notre corps, n'auront pas d'effet sur nos hormones, même si on parle, par exemple, d'un cancer de type hormonodépendant. Donc, lorsqu'on discute des risques potentiels d'une consommation de soya et de l'augmentation du risque du cancer du sein, le fait de manger du soya dans le cadre d'une saine alimentation n'accroît pas les risques et c'est sécuritaire. Chez les personnes qui ont déjà le cancer du sein de type hormonodépendant ou qui sont en rémission, on a des recommandations plus strictes. Pas parce que nécessairement le fait de manger plus de soya pourrait aggraver nécessairement les risques, c'est juste que qu'est-ce qu'on a été capable d'étudier et de tester de façon scientifique vont être avec ces recommandations-là. Plus tard, on va voir peut-être que les portions vont être un petit peu plus élevées. Mais à l'heure actuelle, chez quelqu'un qui a le cancer du sein de type hormonodépendant ou en rémission, on recommande de limiter à 2 portions d'aliments à base de soya par jour. Donc, soit par exemple une tasse de boisson de soya, 1/3 de tasse d'édanam ou de tofu. De consommer la graine de lin en modération, donc 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.
d'éviter les suppléments à base de soya et de lécithine de soya. Donc ça va comprendre, par exemple, les poudres de protéines, les pilules. Souvent, ces types de suppléments-là vont être offerts à une femme qui est ménopausée pour réduire les effets secondaires de la ménopause. Mais c'est important de les éviter car leur concentration, leur quantité de phytoestrogènes est inconnue. Donc, on ne connaît pas les risques qu'ils pourraient avoir avec ces suppléments-là. J'y vais même d'un point de l'avant pour la prévention du risque cancer du sein. J'ai même tendance aussi à recommander d'éviter ces suppléments-là également parce qu'on n'a pas les études à l'appui pour dire si c'est sécuritaire ou non à long terme. Pour ce qui est des aliments qui sont transformés, qui contiennent de la lécithine de soya, donc la lécithine de soya, ce que c'est un émulsifiant. Ça permet justement de conserver un aliment, de garder un aliment dans une texture stable, comme par exemple dans une margarine. On peut en retrouver également dans des craquelins ou même dans de la mayonnaise. Si la lécithine de soya se retrouve dans les aliments, elle est considérée comme sûre parce que ce n'est pas un supplément qu'on va prendre comme un supplément de soya. Prochaine diapo. J'ai décidé de faire un petit topo sur les emballages de plastique parce que beaucoup des aliments qu'on va manger vont être à l'épicerie vendus dans du plastique. Donc, c'est important de savoir est-ce que ce plastique-là pourrait nuire à notre santé à long terme ou non. Dans les emballages de plastique, on retrouve une substance qu'on appelle des plastifiants. Les plastifiants vont être utilisés pour rendre le plastique plus robuste, transparent, donc ils vont être ajoutés pour augmenter la qualité du plastique. Un des types de plastifiants qu'on peut retrouver dans les emballages s'appelle le bisphénol A. Souvent sur les emballages, ça va être sous l'abréviation BPA. Le BPA peut, en grande quantité, venir jouer une action sur nos hormones. Donc, il peut créer ce qu'on appelle un déséquilibre hormonal et ce déséquilibre-là peut augmenter le développement de certains cancers. Encore là, on parle d'une quantité de BPA qui est très élevée. Au Canada, la réglementation dit qu'on ne peut pas utiliser des aliments, des emballages à base de plastique qui vont libérer une quantité significative de BPA dans les aliments. Donc, on peut être certain que les aliments qu'on retrouve sur les tablettes de nos supermarchés ne vont pas contenir des grandes quantités de BPA, car si c'était le cas, ces aliments-là seraient changés, il y aurait un changement d'emballage qui serait fait en industrie. Les emballages uniques, donc par exemple des pots de yogourt, des pots de margarine, donc les emballages qu'on va retrouver dans des aliments qu'on va retrouver dans des emballages de plastique, si on les réutilise pour être un petit peu plus écologique, on peut le faire, mais assurez-vous de garder l'emballage dans sa même fonction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend un pot de margarine, on le nettoie puis on décide d'y mettre un restant de souper de la veille, assurez-vous que ce contenant-là reste au frigo et ne soit pas chauffé. Donc, un pot de margarine était destiné à rester au frigo, au frais, et non à être chauffé. Lorsqu'on va venir chauffer un emballage à usage unique, malheureusement, la quantité minime de BPA qui peut s'y retrouver peut s'infiltrer dans nos aliments. Ça va également de même pour les bouteilles d'eau. Donc, les bouteilles d'eau, l'été, si on a une bouteille d'eau et on l'a laissée dans notre véhicule, le plastique peut contenir du BPA qui peut s'infiltrer malheureusement dans notre eau. L'eau, quand on l'achète, habituellement, on ne l'achète pas à l'extérieur, on va l'acheter dans une température qui va être ambiante, donc à l'air climatisé. C'est important de garder ce même plastique-là à cette température-là pour diminuer nos risques de contamination au BPA. Lorsqu'on décide de choisir un contenant, allez-y vers du verre ou de la céramique, ou si vous décidez tout de même d'y aller vers du plastique qui est moins dispendieux, assurez-vous que c'est certifié sans BPA et que cet emballage en plastique-là peut être chauffé. Finalement, pour ce qui est de l'utilisation sécuritaire des emballages en plastique, assurez-vous toujours de faire refroidir un repas avant
de le mettre dans le plastique. Donc, évitez que le plastique devienne très chaud, même si celui-ci est certifié sans BPA. La raison est qu'il y a potentiellement des particules de plastique qui peuvent quand même s'infiltrer dans l'alimentation. Puis à l'heure actuelle, ces microplastiques-là, on ne sait pas s'ils pourraient avoir un risque sur notre santé ou non. Donc, j'aime mieux errer avec prudence et qu'on continue à faire attention. En cas de doute, si on a un plastique qui devient abîmé, taché, qui a une odeur, c'est le temps de le mettre au recyclage puis de s'en procurer de nouveau. On peut y aller avec la prochaine diapo. Les viandes rouges et les charcuteries. Donc, est-ce qu'on peut manger de la viande rouge? Est-ce qu'on peut manger des charcuteries? Est-ce qu'il y a un risque potentiel à les consommer? En fait, lorsqu'on regarde la viande rouge, donc par exemple le bœuf ou même le porc, on voit qu'ils peuvent être liés à un risque accru de certains types de cancers, notamment le cancer du côlon, de la prostate, du pancréas et du sein. Cela va être dû lorsqu'on va faire cuire notre viande rouge à des températures qui sont très, très, très élevées. Donc, une température, par exemple, qu'on va atteindre lorsque l'aliment va être frit ou que lorsque l'aliment va être mis au barbecue. Donc, lorsqu'on veut consommer de la viande rouge, on peut le faire, mais assurez-vous que ce soit une cuisson lente, une cuisson qui est douce, donc au four, dans un mijoté. On peut également remplacer notre consommation de viande rouge avec d'autres sources de protéines, comme par exemple de la volaille, du poisson, des œufs, des produits laitiers ou même au règne végétal, légumineuses, noix et graines, par exemple. En ce qui a trait aux charcuteries, donc les charcuteries vont encadrer tout ce qui est bacon, pepperoni, saucisse à hot dog, salami, mortadelle. Toutes ces viandes froides-là doivent être conservées pendant de longues périodes de temps. Et pour les conserver, on utilise un agent qu'on appelle les nitrites. Une fois qu'on ingère un aliment qui contient du nitrite, donc dans les charcuteries, si vous regardez la liste des ingrédients, ça va être noté habituellement à la toute fin. Ça va être noté sous forme de nitrite de sodium. Lorsqu'on consomme malheureusement des nitrites en grande quantité, elles se transforment en nitrates, qui sont des substances qui sont cancérigènes. Donc, si on décide de continuer à manger des charcuteries, à l'épicerie, ils vendent des charcuteries qui sont certifiées sans nitrite. Donc, ça peut être une première option, quoiqu'elle est parfois un petit peu plus dispendieuse. Ou bien, on peut aussi limiter notre consommation tout simplement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si, mettons, du lundi au vendredi, on est habitué de manger notre sandwich à la mortadelle, bien, variez un petit peu vos dîners pour avoir d'autres types de sources de protéines. Donc, par exemple, une sandwich à la viande de poulet, une sandwich, par exemple, aux œufs, une sandwich au thon. Donc, de varier vos différentes sources de protéines au lieu de juste y aller avec la charcuterie, ça va grandement là, aider à réduire les risques. On peut aller à la prochaine. Les sucres et les édulcorants artificiels. Édulcorants artificiels, c'est un autre mot pour les faux sucres. Donc, des sucres qui goûtent sucrés, mais qui n'apportent aucune valeur nutritive. Le sucre en tant que tel, la raison pourquoi on s'inquiète, c'est qu'on se fait souvent dire que le sucre va venir nourrir les cellules cancéreuses. En fait, qu'une cellule soit cancéreuse ou qu'une cellule soit saine, les deux vont se nourrir de sucre. Ils en ont besoin pour faire leur fonction. Une cellule cancéreuse a besoin de 2 fois plus de sucre parce qu'elle se réplique 2 fois plus rapidement. Les sucres dans notre alimentation, on va les retrouver principalement dans les fruits, dans les légumes, dans les produits laitiers, comme par exemple le lait, le yogourt, et les produits céréaliers, comme par exemple les pâtes, le pain, le riz également. Si on décide de couper complètement ces types d'aliments-là de notre alimentation afin de réduire notre consommation de sucre, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une carence, une absence de glucose, qui est le type de sucre dans sa forme la plus simple. Quand notre corps n'a pas suffisamment de sucre simple, ce qui va arriver, c'est qu'il va aller puiser dans nos réserves de gras et dans nos réserves musculaires pour aller chercher l'énergie dont ils ont besoin.
puisqu'une cellule cancéreuse a besoin de 2 fois plus d'énergie, elle a tendance malheureusement à les gruger encore plus rapidement dans ces réserves d'énergie-là, ce qui peut créer ce qu'on appelle une fonte musculaire, donc une diminution de notre tissu musculaire. Lorsqu'on perd des muscles, ce qui peut arriver, c'est qu'on va avoir une réduction de l'efficacité de notre système immunitaire. On peut également diminuer la tolérance à nos traitements si on est actuellement en train d'en suivre. Et ça peut aussi augmenter la fatigue, la baisse d'énergie. Le sucre auquel on veut faire attention, c'est le sucre qu'on dit ajouté. Donc, le sucre ajouté qu'on retrouve dans les aliments ultra transformés, qui vont contenir, par exemple, du sucre blanc, du miel, de la cassonade, ainsi de suite. Quand on consomme ces aliments-là en trop grande quantité, ça peut créer ce qu'on appelle un gain de poids et favoriser l'embonpoint, l'obésité. Si on revient à nos premières diapos, on a vu qu'être en surpoids ou être obèse était un facteur de risque au cancer. Donc, c'est là que le sucre va avoir un effet plus désastreux, si on peut dire, là, sur notre santé, si on en consomme trop à long terme. Donc, essayez de limiter votre consommation de boissons gazeuses, de bonbons, de chocolat, de pâtisseries. C'est des aliments-là qui ont tendance à être très, très, très sucrés. C'est correct d'en manger quelques fois par semaine, mais ça n'a pas besoin d'être à tous les jours. Puis ça n'a pas besoin non plus d'être dans une grande quantité pour venir satisfaire une petite fringale ou une petite envie qu'on peut avoir. Finalement, les édulcorants artificiels, donc c'est faux sucres qu'on va retrouver dans plusieurs produits dits diètes, donc par exemple une boisson gazeuse sans sucre. Ces types d'édulcorants artificiels-là ont plusieurs différents types de noms, donc on peut avoir l'aspartame, on peut avoir le sucralose, aussi connu sous le nom de Splenda. On a également l'acésulfame de potassium. Tous ces types de sucres artificiels-là ont été créés par l'humain et n'ont pas de risque. Il n'y a pas d'études convaincantes qui viennent prouver qu'il pourrait avoir un risque sur le développement de cancer chez un humain. On a par contre des études qui le démontrent chez des rongeurs, donc chez des souris, mais le métabolisme, donc la façon qu'un corps de souris fonctionne comparativement à la façon qu'un corps humain fonctionne, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc, on ne peut pas prendre les résultats faits chez un animal et dire que ça va faire la même chose chez un humain. De façon personnelle, moi, j'aime mieux recommander à mes patients d'y aller vers un aliment qui contient du vrai sucre, mais de juste limiter la quantité. Comme ça, il va pouvoir satisfaire la fringale dont il avait, sans nécessairement avoir ce faux sucre-là qui va venir parfois truquer le corps. Le corps va penser qu'il y a quelque chose de sucré qui arrive, il s'excite, il est tout content. Finalement, il ne reçoit pas le sucre qu'il voulait. Donc, ça a tendance parfois à augmenter ou même empirer nos fringales que l'on peut avoir si on a des envies sucrées. On peut aller à la prochaine. Pour ce qui est des régimes alimentaires qui sont non traditionnels, aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3. Les 3 que je vois un petit peu plus souvent lorsque je fais des rencontres avec mes usagers. Donc, le premier, c'est le régime alcalin. Le régime alcalin, ce que c'est lorsqu'on veut réduire les aliments qui sont dits acides et les remplacer avec des aliments qui sont dits plus alcalins. Le but étant de favoriser un corps qui est plus alcalin, de sorte à diminuer le développement des cellules cancéreuses. Cependant, le corps ne peut pas changer d'un milieu acide à un milieu alcalin aussi rapidement avec l'alimentation. Si on change notre niveau d'alcalinité dans le corps, habituellement, on se retrouve aux urgences. Notre corps n'est pas supposé d'avoir des grosses fluctuations, des grosses altérations au niveau de notre pH. Donc, aucun aliment pourrait changer un niveau acide ou un niveau alcalin. Et les risques qui viennent avec ce type de régime-là, c'est qu'on va venir restreindre beaucoup d'aliments qui sont sains, donc des aliments protéinés, des aliments agréantiers qui sont dits acides, ce qui peut créer des carences à long terme. Le régime cétogène, c'est un régime dans lequel on va couper les grandes sources de glucides. Donc, on va venir couper les sucres de l'alimentation. Comme on a vu, les aliments qui contiennent des glucides vont être les fruits, vont être certains légumes,
ça va être les produits laitiers, les aliments agrémentés également, donc tous nos féculents, pain, pâtes, patates. Et dans ce régime-là, on va venir le remplacer par des aliments qui sont plus riches en gras, donc les huiles, le beurre, le tout étant de priver le cancer de sa source d'énergie qui va être les glucides. Comme on l'a vu, si les cellules cancéreuses n'ont pas de glucides, elles vont juste aller puiser dans d'autres réserves pour aller chercher leur énergie, donc soit dans le gras, soit dans les muscles. Les réalités par rapport à ce régime-là, c'est qu'il n'y aurait pas de bénéfice sur la réduction du cancer, puis aucune grande organisation de santé la recommande. On a besoin de plus d'études pour montrer qu'il pourrait avoir potentiellement un effet bénéfique, mais malheureusement, à long terme, si on suit ce régime-là, on augmente les risques de carence alimentaire, on augmente aussi les risques au niveau de notre santé cardiovasculaire, qui n'est pas destiné à recevoir autant de gras dans l'alimentation. Ça peut aussi créer des problèmes au niveau de notre santé rénale et favoriser l'ostéoporose. Donc, toutes des choses qu'on veut éviter également. On parle de la réduction du risque du cancer, mais ce n'est pas mieux non plus si on augmente les risques, d'autres risques de santé. Finalement, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent consiste à manger dans une période qui est limitée. Souvent, ça va être de manger dans une période de 8 heures et de jeûner dans une période de 12 heures. L'objectif, encore là, étant d'affamer les cellules cancéreuses et de venir stimuler en quelque partie notre système immunitaire. De façon générale, un jeûne est bénéfique pour le corps humain, mais ce jeûne-là, on va le faire de façon naturelle lorsqu'on va se coucher le soir. Donc, le corps a habituellement un bon 10 heures de jeûne pour venir se réparer, surtout au niveau de la digestion. Quand il n'y a pas d'aliments dans notre digestion, le corps est capable de venir retravailler un petit peu ces cellules-là qui ont été potentiellement affectées. Donc, notre jeûne de la nuit est suffisant pour nous apporter les bénéfices qu'un jeûne intermittent pourrait nous donner. Le fait de jeûner pendant une période plus prolongée pourrait augmenter les risques pour notre santé, surtout chez les personnes âgées qui ont des besoins plus particuliers et aussi ceux qui ont des problèmes plus complexes au niveau de leur santé. Donc, par exemple, quelqu'un qui a le cancer et qui suit des traitements, ça ne serait pas recommandé de faire un jeûne intermittent. On peut aller à la prochaine diapo. Les suppléments et les produits naturels. Un produit naturel, c'est tout comprimé, poudre, thé, extrait liquide à base de vitamines, de minéraux, d'herbes, plantes ou même de racines. Une chose qui est importante à noter par rapport aux produits naturels, c'est qu'elles ne guérissent pas le cancer. Ça ne peut pas être une thérapie seule pour nous aider à contrer les effets de la maladie ou même de la prévenir. On voit même que lorsqu'on prend certains suppléments en grande quantité, ça pourrait contribuer à l'apparition de certains types de cancers, notamment le cancer du foie. Parce que tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va prendre en termes de produits naturels, va aller au foie pour être ce qu'on dit métabolisé, donc être étuisé puis d'être dispersé aux autres parties de notre corps. Les produits naturels peuvent également interagir avec les traitements, donc elles peuvent devenir toxiques, réduire son efficacité et ne remplacera jamais les bénéfices d'une saine alimentation qui va être variée et équilibrée. De plus, les produits naturels, malheureusement, manquent de réglementation comparativement à la médication. Le fait qu'un produit soit dit naturel ne veut pas dire qu'il soit sans danger ou même bénéfique pour notre santé. Les contrôles de qualité, les informations sur les dosages et même les interactions avec d'autres médicaments sont souvent très, très, très limités sur les emballages de ces produits-là. Souvent, les allégations, donc les choses qui vont nous dire sur un emballage de produits naturels, manquent de preuves, manquent de fondements scientifiques. Souvent, on va avoir fait 1 ou 2 études avec peu de participants pour avoir des résultats, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'être capable de répliquer ces études-là avec plus de participants, avec plus de monde, pour être capable de dire que finalement, ce produit-là pourrait être sécuritaire.
Le but avec un supplément ou un produit naturel, ça serait seulement de le prendre suite à une indication médicale. Donc, si on décide de prendre un supplément, on veut le faire avec une surveillance médicale. Par exemple, si on a eu des problèmes au niveau d'absorption, donc si on a des problèmes au niveau de notre intestin, si on a des carences ou si, par exemple, on est à risque de malnutrition, alors là, ça pourrait être conseillé d'aller vers un supplément de vitamines, de minéraux. Mais comme je dis, toujours consulter votre équipe soignante, nutritionniste, médecin, pharmacien pour éviter qu'il y ait des risques d'interaction avec votre médication actuelle, si vous en prenez. On peut aller à la prochaine. Les super aliments et les antioxydants, c'est le dernier mythe qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Je vais commencer par expliquer ce qu'est un super aliment. On l'entend souvent, super aliment, super aliment. Ce que c'est juste un terme marketing. Donc, ça n'a aucun fondement scientifique, super aliment. Ça désigne juste un aliment qui va être riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Un antioxydant va nous aider à protéger le corps contre les cellules cancéreuses, va nous aider à réduire le risque également. Le fait de consommer des super aliments ne va pas, par contre, réduire de façon significative les risques du cancer si on fait juste se baser sur un aliment à lui seul. Donc, comme j'ai dit au début, aucun aliment peut prévenir ou guérir le cancer. Donc, le fait de, par exemple, manger des bleuets, qui sont une source très bonne d'antioxydants, de vitamines et minéraux, le fait d'en consommer à tous les jours, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est le simple fait d'avoir consommé des bleuets qui va nous aider à réduire le risque si le reste de notre alimentation est plus équilibré ou varié. Donc, c'est vraiment l'ensemble des choses qu'on va manger et de nos habitudes de vie qui auront le plus grand potentiel à nous aider à contrer la maladie ou même la prévenir. De plus, la prise de suppléments de type antioxydant, comme par exemple la bêta-carotène, qui est la vitamine A, ou même la vitamine E, qui sont deux types d'antioxydants, pourrait aggraver ou même augmenter certains types de cancers. Donc, faire très, très, très attention lorsqu'on décide de prendre un supplément, surtout si c'est de type antioxydant. Si vous suivez également des traitements, c'est déconseillé de prendre des suppléments de type antioxydant. J'ai sélectionné 3 antioxydants super aliments, si on peut dire, plus communs. Donc, premièrement, les épices. Donc, les épices comme par exemple le curcuma, le cumin, des épices un petit peu plus fortes. Les études portent à croire que certaines épices pourraient nous aider à diminuer les risques de cancer, mais ces études-là ont été faites chez des animaux ou dans ce qu'on appelle des in vitro. Donc, in vitro, c'est des études qui ont été faites vraiment là, dans des contenants en verre là, avec d'autres organismes, avec des cellules cancéreuses. Donc, ça n'a pas été fait sur un organisme qui est vivant, autrement dit. On peut consommer des épices avec notre cuisson pour favoriser, dans le fond, le goût de nos repas, mais on n'a pas besoin d'aller commencer à prendre des suppléments qui sont des concentrés d'épices, comme par exemple des suppléments à base de curcuma. Non seulement est-ce que ces épices-là vont être trop fortes pour le corps, ça risque d'aggraver des problèmes digestifs, puis aussi, ces épices-là vont avoir de la difficulté à être bien absorbées. Donc, autrement dit, on fait juste gaspiller notre argent. Habituellement, c'est des suppléments qui coûtent quand même assez cher. Donc, si on aime les épices, mettez-les à vos repas. Pas besoin de les prendre là, en grande quantité dans un supplément. Le thé vert. Le thé vert, le thé vert est connu pour ses vertus antioxydantes. Donc, le fait d'en consommer avec une alimentation équilibrée va nous aider à réduire les risques du cancer. À lui seul, comme je disais tantôt, il n'y aura pas nécessairement d'effet. Donc, si on prend un thé vert par jour, puis qu'on ne s'alimente pas très bien le reste de la journée, ça n'aura pas nécessairement un effet bénéfique. Le thé vert, à noter, qui est quand même assez puissant au niveau de sa quantité d'antioxydants. Donc, si vous suivez des traitements, surtout de chimiothérapie, avisez votre équipe soignante du fait que vous preniez du thé vert ou justement voir si vous pouvez continuer à le prendre pendant les traitements, juste pour ne pas nuire à l'efficacité de celle-ci. Finalement,
le lycopène. Le lycopène, c'est la couleur rouge qu'on retrouve dans les tomates, dans les poivrons rouges. Avec les études, on avait certaines petites études qui montraient que le fait d'en consommer pourrait réduire le risque de certains cancers, notamment le cancer de la prostate. On a peut-être déjà vu ça. Si on mange des tomates, bien, ça peut aider à réduire ce type de cancer-là. Malheureusement, les études ne sont pas suffisantes pour venir montrer s'il y a vraiment un effet significatif à ce type de cancer-là et de cette réduction dont on a discuté. Donc, si on aime les tomates, manger des tomates, pas besoin de manger des quantités astronomiques de tomates à tous les jours dans le but de prévenir la maladie. Mettez les tomates à profit dans votre alimentation si vous les aimez pour avoir plus de variété, tout simplement. En dernier lieu, si on retourne juste une petite seconde. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur d'autres types d'aliments, de suppléments, je vous invite à aller visiter le site web Fondation contre le cancer. Ils ont une section sur les compléments, les suppléments alimentaires, donc le curcuma, le thé vert. Et ce qui est bien, c'est que c'est très, très bien vulgarisé, c'est très bien expliqué. Quand vous sélectionnez, par exemple, le curcuma, vous allez avoir un petit tableau en haut qui va vous montrer, dans le fond, toutes les études qui existent par rapport à ce sujet-là, résumées en une ou deux phrases. Donc, vous êtes capable de faire un meilleur choix puis de vous baser sur des faits qui sont concrets versus, par exemple, des choses qu'on peut lire ou entendre là, sur les réseaux sociaux. On peut changer de slide. En conclusion, souvenez-vous qu'aucun aliment, supplément ou régime peut à lui seul prévenir ou guérir le cancer. C'est en fait la combinaison d'une alimentation qui est équilibrée et variée, l'activité physique au quotidien, d'un sommeil réparateur, la gestion du stress, qui ensemble vont nous aider à améliorer notre santé et réduire les risques de développer des maladies chroniques, comme par exemple le cancer. Finalement, une petite phrase que j'aime me dire, c'est parfois c'est trop beau pour être vrai quand on parle d'alimentation, c'est potentiellement faux. Donc, encore là, on met notre petit chapeau de détective, on va aller faire nos recherches, on va aller demander l'avis de professionnels de la santé pour vraiment avoir le meilleur des choix pour nous puis de ne pas nuire non plus à notre santé. Pour ce qui est des ressources, Véronique l'avait très bien dit là, en début de présentation, donc je ne retournerai pas là-dessus. Juste vous dire là, que la Fondation québécoise du cancer a beaucoup, beaucoup d'informations, de ressources sur son site web, donc on vous invite à aller la consulter si vous voulez avoir plus d'informations. Puis, c'est la période de questions. Un grand merci, Alexandre. Effectivement, on est rendu à la période de questions. Donc, si vous voulez poser une question, vous pouvez ouvrir votre micro. J'ai déjà quelques questions, en fait, dans le chat. Alors, je vais y aller en rafale. On avait une première question. Qu'est-ce qu'il y en est de l'érythritol, pardon, l'érythritol? Mon Dieu, il est pas facile à dire celui-là. Et l'extrait de fruits du moine. Érythritol, donc l'érythritol, c'est un type de sucre alcool du même type que xylitol, par exemple. On peut l'utiliser, mais ça revient toujours au même fait que ça va nous donner le goût sucré en bouche, mais sans nécessairement nous donner du sucre à notre corps. Même chose avec le fruit du moine également. On peut le consommer en petite quantité. Il n'y a pas beaucoup d'études qui existent par rapport à ces types de sucres-là pour montrer s'il y aurait un risque à long terme de développement de maladies. Ce qui existe plus en termes d'études, c'est vraiment sur le système digestif. Quelqu'un qui va consommer beaucoup de ces types de sucres-là, fruits du moine, extrait de stevia, érythritol, xylitol, ainsi de suite, ça peut diminuer ce qu'on appelle la diversité au niveau de nos bonnes bactéries de l'intestin. Les études portent à croire que ces bactéries-là auraient d'autres bénéfices sur notre santé que malheureusement ces sucres-là pourraient diminuer l'efficacité d'eux. Donc, tout ça pour résumer, si vous voulez en prendre une petite quantité de façon limitée, c'est bien correct. Si vous voulez complètement remplacer le sucre avec ça, je vous dirais, on est mieux de manger une petite quantité de sucre puis de prendre ça comme accompagnement là, si on désire en prendre. Merci beaucoup. On a une deuxième question et ensuite on ira à la main levée. On demande s'il y a des études intéressantes sur les champignons qui seraient protecteurs contre le cancer ou aider à en guérir. Sur les champignons, beaucoup d'études existent chez les animaux. Chez les
c'est encore très, très, très limité, surtout chez des humains pour diminuer, par exemple, le potentiel de développement du cancer. Donc, oui, les études sont là, ils existent, mais c'est vraiment plus basé sur des études animales. Et pour ce qui est des cohortes chez les humains, c'est des cohortes avec très peu de participants d'humains. Donc, on ne peut pas nécessairement prendre ces petites études-là et dire, ah, ben finalement, ça a un effet escompté, parce qu'il faut être capable de reproduire cette même étude-là avec plus de participants, avec une population qu'on dit hétérogène, donc d'avoir des personnes de tous âges qui présentent peut-être aussi d'autres problèmes de santé. Donc, encore là, si vous voulez en prendre, prenez-les avec prudence, avisez votre pharmacien que vous en prenez, parce que beaucoup d'entre elles peuvent avoir une interaction avec notre médication si on en prend, mais de façon générale, on n'en a pas besoin de ces champignons-là pour être en bonne santé. Beaucoup. La personne qui a la main levée, qui s'appelle Info, malheureusement, elle n'a pas de nom sur son... Non, mais vous Oui. pouvez poser votre question. Oui, bonjour, mon nom c'est Nadine. En fait, dans les facteurs de risque liés au soleil, je vois souvent les lunettes solaires. Donc, je comprends pour les crèmes solaires, là, ça, on le voit facilement, mais les lunettes solaires, je me suis toujours demandé si c'était un ajout vraiment important. Oui, donc les lunettes soleil, les lunettes solaires vont avoir une protection UV. Donc, tout alentour de nos yeux, on a vraiment une petite peau. Donc, la peau qui est juste en dessous de nos paupières, c'est une peau qui est très, très fine. Donc, lorsqu'elle est exposée aux rayons UV du soleil, elle va avoir tendance à brûler, si on peut dire, ou être plus dommageable rapidement. Donc, habituellement, la lunette de soleil va venir protéger les contours des yeux, donc où la peau elle est plus mince, plus petite. Mais non seulement ça, mais les yeux ont besoin également de protection parce que les rayons UV peuvent venir affecter la rétine, donc affecter les cellules qu'on retrouve au niveau des yeux. Donc, c'est pour ça qu'on recommande là, de toujours avoir une bonne protection, d'éviter d'être trop longtemps au soleil là, sans protection pour les yeux. Merci beaucoup. Pas de quoi. J'ai une question aussi qui pourrait être intéressante pour les gens qui, justement, sont en traitement de cancer. On demande, dans un cas d'effet secondaire de chimio lié à au transit, est-ce que la prise de probiotiques est contre-indiquée? La prise de probiotiques à l'heure actuelle ne serait pas nécessairement déconseillée, mais on n'a pas suffisamment d'études pour montrer s'il y aurait des bénéfices à en prendre ou non. Donc, à l'heure actuelle, le fait de prendre un probiotique pour nous aider à diminuer, par exemple, là, ces symptômes digestifs qu'on peut avoir, donc diarrhée, constipation, ainsi de suite, pourrait avoir un effet potentiellement bénéfique. Mais encore là, il reste beaucoup d'études à voir s'il y a des bénéfices à tout ça. Si vous prenez un probiotique, par contre, assurez-vous que le probiotique n'ait pas d'autres ajouts de plantes, de racines, donc d'autres produits naturels, parfois qui peuvent être ajoutés aux souches bactériennes ou autres virus et levures qu'on peut avoir dans ce produit-là. Les probiotiques, encore là, il y a beaucoup de marketing qui est fait dessus. Souvent, ça va être des aliments qui sont des suppléments qui sont très, très chers, très dispendieux. Avoir des bonnes probiotiques, avoir des bonnes bactéries dans notre intestin, ça commence avec une alimentation qui est variée et équilibrée. On n'a pas besoin également de probiotiques pour avoir une bonne flore intestinale. Le fait de manger des aliments qui sont fermentés, comme par exemple le yogourt, la choucroute, ça va nous apporter les mêmes bénéfices que de le prendre sous forme de supplément, mais l'alimentation va vous apporter encore bien plus de bénéfices parce que non seulement est-ce que vous allez avoir le probiotique, vous allez avoir toutes les vitamines, les minéraux qu'on retrouve là, avec l'aliment en tant que tel. C'est beaucoup. Madame Madeleine Dehaye, votre main est levée, vous pouvez poser votre question ou n'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant d'avoir pensé à ce type de webinaire. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Plaisir de te parler aujourd'hui. J'aimerais un petit peu plus de détails sur, dans la section soya et phytoestrogène, en lien avec la poudre de protéines. On dit que la quantité de phytoestrogène est inconnue, donc on ne peut pas vraiment s'arrêter là-dessus. Mais quelqu'un qui s'entraîne, par exemple, et qu'on dit, on voit ça partout, prenez environ 30 grammes de poudre de protéines, de petits laits de qualité supérieure. Par exemple, c'est ça que j'ai sous la main, là, sous mon étiquette, là, Iso Gold. Donc, c'est très bon selon
tout ce qui est véhiculé à l'heure actuelle. Alors, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que moi, je prends ça quand même quotidiennement, 27 grammes là, à tous les jours. Donc, quand on parlait de la section soya phytoestrogène, on parle vraiment d'un supplément protéique à base de soya. Donc, c'est un supplément de protéines pour les végétariens, végétaliens. Quand on prend un supplément protéique à base de protéines laitières, donc à base de petits laits, ça n'a pas les mêmes effets parce qu'il n'y a pas de soya dans ces types de suppléments-là. Le problème, par contre, avec les suppléments de type protéines, c'est qu'encore là, ça va se retrouver dans le domaine des produits naturels. Alors, la réglementation, elle est très, très souple par rapport aux choses qui peuvent se retrouver dedans. Il y a un article qui a été publié, c'était même pas un article, c'était une entrevue qui avait été faite avec Radio-Canada qui montrait que beaucoup de suppléments de protéines à l'heure actuelle contiennent ce qu'on appelle des métaux lourds, comme le plomb. Le fait de consommer des métaux lourds à long terme peut aggraver ou même causer des risques là, sur notre santé, notamment, par exemple, le cancer. Une personne qui s'entraîne, comme vous le faites très bien, n'a pas besoin d'avoir un supplément en protéines. On a juste besoin d'une bonne petite collation protéinée à la suite de notre entraînement ou d'un repas équilibré 1 heure suivant notre entraînement. Donc, par exemple, vous pouvez y aller avec un aliment qui est plus protéiné, par exemple un yogourt grec, ça peut être du fromage, ça peut être un verre de lait, ça peut être des noix, des graines. On n'a pas besoin de ces 27 grammes-là total parce que de un, c'est beaucoup trop. Notre corps n'est pas capable de tout absorber ces 27 grammes de protéines-là en une fois. Donc, beaucoup d'entre elles vont se retrouver à la toilette d'ici la fin de la journée. Et une autre chose, c'est que ça devient un petit peu plus coûteux également. Vous n'avez pas tous les autres bénéfices des aliments protéinés quand on consomme là, un supplément à base de protéines. Je vois. Merci beaucoup. C'est très gentil. Très On va y aller avec... Merci beaucoup. On va y aller avec une dernière question. Vous avez parlé de cuisson à haute température comme de la friture, le barbecue. Est-ce que le air fryer est également à utiliser avec prudence? C'est une très, très bonne question. En effet, j'ai fait mes recherches par rapport au air fryer, puis j'ai quand même une certaine hésitation également parce qu'on va atteindre une haute température. C'est le air fryer, habituellement, on va cuire les aliments très, très, très rapidement. Donc, l'aliment ne va pas être chauffé pendant de longues périodes de temps, comme par exemple au barbecue. Des fois, l'aliment va passer un petit peu plus de temps à être en train de cuire. Pour ce qui est du air fryer, mon inquiétude porte qu'habituellement, ces aliments-là vont être cuits. Habituellement, les air fryers, c'est dans des machines en plastique. Donc, l'inquiétude vient, est-ce que le fait d'avoir un plastique qui est constamment en train d'être chauffé pourrait justement s'infiltrer dans nos aliments? Puis non seulement ça, mais tout le gras qui est volatile, lorsqu'il va dans l'air, ça peut causer des substances qui peuvent être cancérigènes également, comme les flammes quand on est au barbecue. Donc, c'est aussi des choses qu'on veut porter attention. Les études sont quand même assez limitées vu que les friteuses à air sont assez nouvelles, mais moi, personnellement, j'aime mieux errer avec prudence puis d'y aller vers des méthodes de cuisson conventionnelles. Merci beaucoup. Je m'excuse, il y a d'autres questions dans le chat, mais on doit finir en fait la présentation. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci Alexandre pour ta présentation qui était vraiment extraordinaire. Les commentaires d'ailleurs dans le chat sont là aussi. Je crois que ça a été très apprécié. Il y avait une question aussi à savoir si le webinaire allait être en rediffusion. Et oui, donc sur la page YouTube de la Fondation québécoise du cancer, le webinaire sera là dans les prochains jours. Donc vous pourrez y avoir accès si vous voulez le regarder à nouveau. Et si vous avez apprécié le contenu, vous avez des commentaires ou vous avez même des suggestions de sujets que vous aimeriez que nous abordions dans nos webinaires, nous invitons fortement à nous rejoindre par courriel à l'adresse qui est à l'écran, qui est le info-cancer@fqc.qc.ca. Nous tenons en moyenne 4 webinaires par année, donc je vous invite à consulter nos réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains. D'ailleurs, le prochain aura lieu le 22 janvier et portera sur le lymphodème. Pour terminer, je vais juste mettre la page de référence qu'Alexandre a utilisée pour sa présentation. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.